Baki, Doumbé, BSD, Poirier, Joshua, Ngannou, on a une grosse semaine devant nous. Mais pour donner un peu de rafraîchissement dans l'environnement de ce qui se trouve sur YouTube, on va quand même débattre et plutôt faire un récap de ce qui s'est passé cette nuit à l'UFC Fight Night qui avait lieu à l'Apex. Et on a sélectionné deux combats particulièrement, celui de Oumar Nurmagomedov et celui de Mohamed Mokaev. Comme toujours, je suis avec Brian. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. J'ai plus beaucoup de voix les amis, donc m'en voulez pas. Mais j'ai coaché 7 combats hier, donc Ah, je te fais bosser, mec, je te fais non, bosser. ça va, c'est juste la voix qui tient pas très bien. Ah ben, félicitations d'ailleurs, c'est, si j'ai bien Non, compris, tu as organisé l'interclub au Shox pour que donner de l'expérience à des novices, c'était ça le ouais, c'est ça. concept? Enfin, on a organisé avec Costa, qui est le coach et puis un des propriétaires de la salle. On a Mhm. organisé un interclub, ouais, pour des novices moins d'un an d'expérience, tu vois. Ça, c'est C'est leur vraiment premier cool. combat. Je Ouais. trouve que c'est ce qui manquait en Belgique, c'était la possibilité de donner un genre d'expérience bien équilibrée, bien faire à des Ouais. novices pour monter dans une cage, mais sans avoir trop de pression non plus, et ce risque d'être novice et tomber face à quelqu'un qui Ah a trop ouais. d'expérience par rapport à ça. Non, on est super contents tous les deux en tant que coach parce on se retrouve sur la même philosophie de faire progresser nos gars, tu vois. Mhm, Et donc on a été avec la question du poids et même expérience. Donc on était au mhm, mois près quasiment, tu vois. mhm. Et on a eu des combats relativement équilibrés. Après c'est toujours pareil, ça va dans un sens, dans l'autre, mais on était très satisfaits. En même temps, j'en profite pour remercier un pote qui était venu de France, qui a fait l'arbitre, Christophe, et qui a fait ça super bien. Parce qu'on n'avait pas d'arbitre, hein, tu vois. Ça C'est paraît bête, toujours mais c'est aussi top pour donner de l'expérience à des futurs arbitres. Ouais, et ben je pense ouais, que ça pourrait être. Il a vraiment apprécié. Ben voilà, ouais. Donc c'était très très bien, on a vraiment apprécié le truc et je Et suis là, très content. alors, je sais qu'on fait une intro, elle a rien à voir, mais ça peut intéresser les gens, je pense, parce que Ouais, c'est clair que c'est pas comme le foot, le basket, voilà, le MMA, on se donne des coups, etc. Donc quand on est novice et qu'on veut cette expérience de combat, mais qu'on n'a pas encore le niveau, c'est très bien. Et c'est vrai que là, il n'y avait pas de juge, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de finish, c'était une égalité par défaut. ouais, voilà. Ça peut être aussi un truc, tu vois, parce que les juges ont une vraie responsabilité. Ça, c'est un truc qui est vrai. C'est, Et donc, sur des interclubs, ça peut être pas mal pour, tu sais, c'est pas facile d'être juge. Donner un peu d'expérience à des juges à devenir, en écoute, devenir. ouais, écoute, là sur le premier, c'était un interclub, un petit peu comme un rendez-vous amical, entraînement amical, où on fait des sortes de sparring, mais avec intensité élevée, Mhm. et puis avec la protection d'un arbitre, s'il y a le moindre souci, il arrête. Mais c'est vrai que je pense que, enfin, ça change quand même beaucoup de choses d'avoir à la fin cette égalité-là. Donc on a Mhm. bien apprécié parce que bah, tu as pas de discussion et ça reste amical. Les deux gars sortent victorieux d'être allés au bout, entre guillemets, ou d'avoir fait leur effort et on discute pas de savoir. Ouais, Mais pour la suite, je pense que ça reste quand même intéressant parce qu'on n'est pas du tout sur le même coaching, tu vois. c'est vrai. T'es pas forcément en train de dire, ok, t'as ce round-là, maintenant il te faut le dernier ou des trucs comme ça. Mhm. Mais en tout cas, pour l'expérience, ouais, c'est un vrai problème sur comment envoyer ces gars combattre quand ils ont moins d'un an ou même entre un et 2 ans, tu vois, Mhm. d'expérience. En Belgique, ils essayent de mettre en place le fait d'avoir moins de 2 ans novice. Mais la réalité, c'est que sur les derniers novices, bah, t'en as qui ont 3 4 ans d'expérience. Des gars qui viennent je sais pas moi, de l'étranger, ils disent, ah, j'ai commencé il y a un an le MMA, mais ils ont fait des années de lutte ou des trucs Mhm. comme ça, tu vois. Et les différences de niveau, elles sont un peu injustes d'un côté, mais en plus, au-delà de l'injustice ou des trucs comme ça, elles sont dangereuses pour l'intégrité Ouais. des novices, tu vois. Donc il Tout faut à quand fait. même des Alors que sur un combats. interclub, tu auras beaucoup plus d'honnêteté, d'intégrité. À quoi bon mentir sur un interclub alors que c'est vrai que sur des compétitions novices, t'en as qui sont prêts à mentir sur leur expérience pour avoir une victoire, pour pouvoir Oh, le poster sur Instagram, etc., oh là etc. Sur là, si un tu interclub, tu savais. auras moins ça. Ah Donc c'est une ouais. très bonne idée ce concept. Ouais, bah écoute, ouais, bah, on verra. En tout cas, je pense qu'on n'est pas les premiers à le faire. Il y en a plein qui organisent des interclubs, mais c'est vrai que pour un club, si vous n'en faites pas, pensez-y, même s'il n'y a pas une cage, Mhm. même si c'est un truc très amical, Ouais, pensez-y parce que vos élèves, ils ont la préparation, le stress et puis l'intensité ouais. d'un combat. Si vous l'avez pas vécu, vous savez pas ce que c'est impossible.
Bah écoute, moi, C'est, c'est, sur ça n'a rien à voir avec l'entraînement. C'est l'adrénaline, c'est une hormone qui est, enfin voilà, Ouais, sur c'est toute quelque ma chose. carrière entre guillemets, sur toute mon expérience en tant que coach en Belgique, j'ai fait qu'un seul interclub. Et même en tant que coach novice, c'était une très bonne expérience pour moi pour apprendre à coacher. Mm, mm, Donc mm. il y a que du bénéfice à ça. Et nous, on avait fait ça dans une team qui avait que un ring et un tatami. Et il y Ouais, avait 4 équipes qui étaient venues et on partageait les deux. Et comme tu dis, la cage, c'est un plus, mais c'est pas nécessaire pour un interclub. Bon, je non. pense qu'on a fait une très Ouais, grosse, tu vois, mais elle est intéressante. Je pense que si on peut donner envie à des Français, des Belges d'organiser des interclubs comme ça pour donner une bonne expérience aux novices, mais aussi à des coachs en devenir, des arbitres en devenir, potentiellement des juges en devenir, c'est une bonne idée. Bon, cet épisode est sponsorisé par Unibet. Je balance le pré-roll et on est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Avançons par ordre chronologique. Umar Nurmagomedov a d'abord combattu Mm. contre Al-Makan, qui était un profil un peu inconnu. Son Sherdog ne représentait a priori pas la réalité de son expérience. Dans quel sens? Il est plus expérimenté que ce Ouais. que son palmarès reflète. Ouais, 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 je suis Voilà, d'accord. parce Ah que non, c'est bon, t'es allé au bout de l'enquête parce qu'il y en a oui, beaucoup c'est qui ont ça. juste vu genre ah c'est un gars qui a des fausses victoires, mais il semblerait qu'il y a pas mal de combats qui n'étaient pas référencés parce qu'ils ne sont pas sous les règles Oui, mais c'est un peu à l'époque, MMA. voilà, en France, il y avait le pancras Ouais, qui faisait ouais. office de MMA et certains combats de pancras étaient référencés, d'autres pas. Et donc, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le palmarès total de leur expérience de combat, on va Mm, dire. Et mm, ben, au Kazakhstan, c'est pareil, ils ont leur art martial qui se ressemble vachement au MMA. Et il y a mm. Ouais. certaines organisations qui mettent ça sur Sherdog, Tapologie, etc., etc. Et d'autres promotions qui ne le mettent pas en considérant que c'est pas exactement du MMA. Avis général sur le combat. Bah, moi, on va dire sans surprise. Je m'attendais, bah, enfin, on a vu les codes de Paris, hein, donc tout le monde s'attendait quand même à une grosse domination et mais un adversaire quand même bien solide et qui pouvait être dangereux en début de combat. Il fallait vraiment s'en méfier. Ça a été le cas. Je pense que ça a été le cas. Et ouais, ça a plutôt bien reflété à quoi on s'attendait. Sur la question qu'il y avait j'arrive pas à prononcer son nom, Alma, Al-Makan. Almacan, est-ce qu'il fera par exemple partie du top 10? Il y en a beaucoup qui disent comme ça il disait en avance, il va perdre ce combat-là, mais après il va être au top, vous allez voir, ça va être un phénomène. Je pense qu'on n'a pas eu assez d'informations, tu vois. Ouais, c'est difficile à dire, parce que autant Diego Lopez contre Evloev, je pense que c'est un bon exemple. On a vu un Ouais. Evloev qui a été vraiment, vraiment dangereux contre un Lopez qui a été vraiment, vraiment dangereux contre Evloev. Et donc, tu peux facilement dire, OK, il a perdu son premier combat, mais il va faire son ascension vers le top 10. Et là, il est vraiment en phase 2, puisque à l'UFC Mm. 300, s'il gagne contre Youssouf, il y est déjà après son 4e combat à l'UFC. Ouais. Pour Al-Makan, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a vu que debout, il pouvait être vachement dangereux en début de Ah bah ouais. combat, Mm, même mm. n'importe quand. Et son grappling défensif était plutôt intéressant puisque Umar Nurmagomedov a un très très gros niveau au sol. Ça, il faut qu'on en parle, Ah, ben voilà, justement. Je pense que ça fait la bonne transition. Mais clairement, ce combat ne donne pas assez d'indicateurs. Je pense qu'il a clairement le niveau UFC. Il peut potentiellement faire du dégât dans ses divisions, mais il faut pas oublier qu'on est chez les bantamweight et que le top 10 bantamweight, c'est pas rien du tout. Donc pour moi, c'est trop tôt pour évaluer Mm, s'il va faire mm, une ascension fulgurante vers le top 10 maintenant. Par contre, ouais, parlons du grappling dans son ensemble dans ce combat. Euh, Avant de commencer, moi, je me suis fait une bête réflexion. Si c'était l'inverse, donc si c'était Al-Makan qui était gaucher et Nurmagomedov qui était droitier, peut-être que ce middle kick aurait mis fin au combat. Tu vois, le combat ouvre sur high kick et puis middle kick et Oumar qui défend haut, ça rentre dans ses côtes. Si c'était Al-Makan le gaucher, ça aurait potentiellement touché le foie et fini le combat. Mais bon, c'est juste mon cerveau qui a eu cette pensée et puis il est parti. mm. Bref. Ouais, je pense que c'est plutôt sur sa droite hein, qu'il a droppé. Ouais, On n'est ça pas aussi. passé loin. On est Ouais. vraiment pas passé loin. Il l'a dit
en interview post-fight qu'il a été sonné, quoi, surpris. Ah, ouais. Enfin, Et, quelqu'un de net. Parce que tous ces combattants qui disent ouais, non, c'est un flash, j'ai trébuché. Non, au moins, après, Nurmagomedov a été honnête là-dessus, c'est bien. il était honnête, mais je pense que quand tu affrontes un gars et que tu es ultra favori comme ça, tu vois, je Mhm. pense que c'est toujours bon de créditer aussi la dangerosité de l'adversaire, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. difficile d'arriver ultra favori parce que tu gagnes et tout le monde dit bah ouais, bah, c'est normal, le gars en face. Mhm. Et ouais, je pense qu'il faut rappeler qu'il était ultra favori, clairement, mais que le combat était quand Dangereux. même Mhm. ultra dangereux. Ouais. Et c'est vrai on aurait pu avoir un Makhachev 2, entre guillemets, tu vois. Ce qui Ah s'est ouais, contre passé Martins. Ouais. contre Martins, hein, ce qui s'est passé en se prenant un jab. On aurait pu avoir ça et ça n'empêche pas après de devenir champion dominant, mais ça aurait pu arriver. Clairement, Voilà. clairement. Et donc voilà, transition sur la partie grappling. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant dans ce combat? Beaucoup de choses. Alors, sur le grappling, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, bah, on va dire que Oumar a un grappling, j'ai pas envie de dire traditionnel pour pas que ce soit pris comme négatif, mais voilà, il met au sol, il a une single leg, ça faut qu'on en parle aussi, mais il met au sol, il fait son passage de garde, prise de side, les positions sont incroyables pour aller chercher la monte. Mhm. La première monte qu'il obtient, non, la première monte qu'il tente d'obtenir, il se fait renverser. Ouais. La position un peu haute, il rush peut-être un petit peu. Non, c'était peut-être pas la première, hein, c'était peut-être au deuxième round, il faudrait que C'est au deuxième round que au c'est deuxième arrivé. round, voilà. J'étais en train de me poser la question de s'il a obtenu la monte au premier. Je pense qu'il l'a obtenu, mais de manière éphémère au premier. Ouais, bah, il a pris le dos. Après, est-ce que Ouais. du dos, il est passé à la monte peut-être? Mais en tout cas, sur le développement depuis la garde, entre guillemets, jusqu'à la prise de monte, sa première tentative échoue. Mhm. Et alors, deuxième tentative, il prend la monte depuis la demi-garde, en passant sur le knee slide, tu vois. Mhm. Vraiment à Khabib Nurmagomedov. Et là, il la maintient bien. Il s'emballe un petit peu, il se fait à nouveau dégager de la monte sur la fin du combat. Ça, pour moi, c'est vraiment, au-delà du combat, euh, une leçon en soi, tu vois. Ouais. Me dire, ok, ça va. Encore une fois, voilà, déjà lui fait ses adaptations. Et au niveau du grappling, on a quand même un schéma tactique qui a déjà été approuvé par Rabib, tu vois, qu'il réutilise. Et bon, par contre, ça monte où il la perd. Je pense que Rabib est un tout petit peu meilleur pour maintenir, tu vois. Ouais, je pense que c'est une. Ouais, ouais. On va en parler de potentiellement la comparaison, mais je te laisse continuer sur Et, le schéma mais grappling. en tout cas, pour moi, c'est plein d'informations à prendre. Je pense que pour Omar, c'est aussi des informations. Il va reprendre le combat et se dire, purée, j'ai perdu 2 fois la montre, ça ne peut pas m'arriver. Et comme Nurmagomedov, je le vois encore progresser, tu vois. Mhm. Déjà que son niveau au sol est complètement dingue, je le vois encore monter de niveau, de corriger ces tout petits détails, tu vois. Et ouais, c'est problématique pour la suite. Parce qu'il est capable en plus de mettre au sol et pas à la cage, quoi. Tu vois, Ouais, à l'ouvert. Ouais, il a ouais. une meilleure single leg pour moi, il a une meilleure single leg que Khabib, tu vois. Ça fait peur, hein. Putain, enfin, la single leg, les amis, c'est compliqué, hein. C'est pas, c'est une jambe, C'est faut un y tronc aller, quoi. d'arbre. C'est Faut peut-être y parce aller qu'on est pour. chez les bantams, mais pas chez les lightweight. Non, je pense pas. Je pense que techniquement, il est vraiment, Non, vraiment énorme. une single leg, c'est compliqué à avoir parce que Mhm. ça glisse, parce que c'est relativement fin, une jambe, c'est un cône, tu vois, donc c'est pas, il y a quelque chose qui s'arrête, tu vois, ça glisse. Chez les bantamweight, les single leg où les mecs enlèvent leurs jambes pour s'échapper, ça arrive régulièrement. Mhm. Là, il a quasi 100% de mise au sol, tu vois. Ah, une fois qu'il a la jambe, c'est au C'est, sol. faut vraiment se rendre compte Ouais, pour moi, je trouve que j'ai halluciné, hein. J'ai halluciné en voyant avec quelle facilité il le faisait, tu vois. Ouais, et en plus, son pied-point est pas dégueulasse, hein. On l'a vu dans son dernier combat Non. contre Barcelos. Il y a ces nouvelles vagues de Nurmagomedov, de la famille Nurmagomedov, qui ont un style au sol qui est peut-être pas aussi submergent que Khabib, mais qui est très très quali, Mhm. et qui en plus de ça sont capables de faire peur debout, quoi. Mais je pense tu vois, Khabib, il a été submergent au fur et à mesure, tu vois. Il Ben a à ce une moment-ci de sa carrière, je le trouvais déjà en mode. Enfin, ici, tu le diras, hein, il a pris 4-18. Donc, il y a 3 Ah juges qui ouais, donnent le hein. 18 sur le même round et un juge qui en donne un sur un autre round. Donc, c'est 30-25, 30-26, 30-26, il me semble.
Donc on est Khabib, quand même sur ouais. des rounds pris par du 18. Donc effectivement, il y a une comparaison qui peut être faite. Ouais, ouais. Non, Khabib, il était submergent, beaucoup de volume, il perdait les positions de temps en temps, mais ça y allait. On l'avait Mm. vu se retrouver sur le dos, mais il s'arrête jamais, tu vois. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'il est monté, eh bien, moi, je trouve qu'il a été de plus en plus et submergent et capable de contrôler, tu vois, de maintenir et de d'étouffer. Mais ça, c'est le côté intellectuel, je trouve, de Khabib. On n'en parle pas assez souvent. Je pense que Khabib était un grand analyste et un grand étudiant du MMA. Et que quand il montait de niveau, enfin, quand l'adversité montait de niveau, il prenait des leçons supplémentaires Mhm. pour améliorer son jeu. Et il les Ouais. mettait en place vraiment. Et de combat en combat, il se disait, ah, ok, bah, dans le passé, dans ma carrière, je voyais pas que je laissais ça comme ouverture parce que j'avais Mhm. jamais affronté quelqu'un qui était capable de capitaliser sur cette ouverture. Maintenant que mon adversaire que je viens de battre a montré qu'il y avait une ouverture pour se relever, peu importe, je vais travailler dessus et je vais fermer cette porte. Et c'est pour ça que son style a évolué, c'est parce que l'adversité a évolué. Est-ce que ça fait sens de Je dire ça? pense. Ouais. Je pense. Par contre, sur la question du striking, il nous a montré des belles choses, clairement. Je pense que ça va être une limite et Ouais. je vais m'expliquer pourquoi. Je pense que le clan, enfin voilà, le camp d'entraînement des Nurmagomedov n'ont pas forcément énormément de gros strikers, tu vois. Mm. Et donc, ils peuvent se faire surprendre face à des strikers, comme on l'a vu. Il est très bon, hein, Oumar, il n'y a rien à dire. Mais il se fait connecter sur un crochet arrière. Au deuxième round, il passe pas loin, il se couvre un petit peu mal. Tu vois, il y a des actions un petit peu dangereuses, quoi, quand Ouais. même debout. Et je pense qu'il y aurait quand même un intérêt à, à se préparer avec des strikers aussi, tu vois. Pas Ouais. se faire surprendre comme ça. Ça, c'est un. Et puis deux, ça revient à cette question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que tu veux devenir un gars complet ou tu Voilà. veux rester un spécialiste? Parce que enfin, le potentiel problème, pour l'instant, c'est pas un problème, mais ça peut le devenir, c'est si il cherche à continuer sa progression en tant que combattant complet, il Mhm. risque de prendre trop confiance en son pied-point et Ouais. vouloir rester trop longtemps debout face à des gars qui sont capables de l'éteindre et se faire Mhm. surprendre comme ça. Alors qu'avec ce mindset de je suis un spécialiste, je m'impose contre tout le monde avec ma lutte, comme le faisait Khabib, ben, tu laissais peu d'espace ou quasi pas d'espace à te faire connecter debout. Exactement. Et pour un profil comme Oumar, ici, c'est questionnant. C'est, voilà, maintenant, tu as développé un pied-point qui est intéressant au cas où il y a des gens qui sont capables d'arrêter de les amener au sol. Mais il faut que tu continues à travailler cette single et cette capacité à mettre Mhm. n'importe qui au sol et dominer là, parce que c'est peut-être ça le meilleur chemin pour un gars Ouais. comme Oumar. Et pour Ousmane, la même question Ousmane Nurmagomedov, la même question se pose. Ouais, je pense que tu vois, par exemple, Khabib avait un striking qui n'était pas développé, donc il se posait pas la question de savoir s'il allait trop échanger. Stratégie, c'était la lutte, le grappling. On a eu un Makhachev qui avait un meilleur pied-point, tu vois, Mhm. qui s'est fait surprendre à un combat et qui maintenant, euh, après, par la suite, a commencé à mieux développer, être beaucoup plus attentiste, enfin attentiste, non pas attentiste, attentif Ouais. à sa défense. Ça lui a permis pour moi d'avancer parce que, enfin d'avancer sur ce plan-là. Ouais. Là, on a un Oumar très bon, vient de se faire surprendre, je pense, et pourrait, en tout cas, il a fait l'adaptation dans le combat. Il est parti vraiment que dans le Voilà. grappling et la lutte. Et on pourrait aussi l'avoir sur la suite de sa carrière, C'est ça. privilégier le sol. Ouais. Sauf s'il veut garder du striking, pour moi, il doit aller faire des sparring avec des strikers pour pas se faire surprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, le seul truc, c'est que quand tu regardes sa division, quand tu regardes la division des bantamweight, tu dois aussi regarder, enfin, approcher ta carrière comme ça en disant, voilà, si je suis un spécialiste, est-ce que je suis capable de battre n'importe qui dans cette spécialité, dans ma division? Mhm. Parce que si c'est pas le cas, alors avec une vision à long terme, tu dois peut-être te dire, bah, il faut quand même que je Ouais, développe mon pied-point, parce que si je tombe sur lui, j'en aurai besoin, parce que ma lutte ou mon côté spécialiste ne me suffira pas. Et là, dans cette division, à la limite, le seul qui pose question dans le haut du classement, ce serait Daj- Dvalishvili. ouais. Mais sinon, on est d'accord, les autres, il doit pas boxer avec eux, hein. Non, bah là, par exemple, le combat auquel les gens s'attendent, c'est Nurmagomedov contre Sandhagen. Ouais, Clairement, contre Sandhagen, il ne doit pas rester debout, hein. ouais, ouais, ouais. Et Sean O'Malley, par exemple, tu vois, Ah ouais, non. c'est pas la même puissance de frappe et c'est pas la même précision, hein. Ah oui, non, 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 là, La droite qui se prend au premier round, il se relève pas. je pense qu'il se relève pas.
Ah, et donc c'est une bonne leçon. Pour moi, c'est encore une fois, j'ai l'impression que j'en parle chaque week-end maintenant, c'est la victoire parfaite. Il a du vert sur son palmarès Ouais, et il a ouais, des leçons exactement. à tirer sur la suite de sa carrière. Et c'est une discussion très intéressante qu'on vient d'avoir parce que tu dois avoir vraiment ton approche de carrière et quand tu es à l'UFC et que tu rentres dans le top 10 UFC, tu dois aussi avoir une vision du paysage de tes prochains adversaires potentiels Ouais. pour pouvoir te dire, OK, ben, la probabilité que je tombe sur un plus striker, c'est autant. Donc maintenant, j'ai plus travaillé ma lutte ou bien j'ai justement travaillé mon pied-point parce que j'ai l'impression que je suis pas loin de pouvoir le battre debout. Et c'est là où j'ai mon chemin vers la victoire le plus probable. Donc c'est très intéressant la suite de carrière de Oumar, mais je te rejoins. Je pense il doit peut-être faire un refocus sur faut que je reste un spécialiste Ouais, 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 je pense. Je et travailler pense. son pied-point uniquement s'il a un training camp de préparation pour Merab. Je pense Parce que que de Merab toute façon, je les vois. Je pense pas qu'il y aura une guerre d'ego à vouloir être plus bon partout. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Je pense il va vouloir être champion. Donc je suis persuadé qu'il va faire ce focus et ça annonce plutôt bien. Hein. Ça annonce Mhm. vraiment plutôt bien pour la suite parce que si tu regardes la division, s'il prend Sandhagen et que derrière, bah, il aura potentiellement s'il le S'il bat, gagne tu contre vois. Sandhagen, il a le title shot, hein. Et donc, ce sera soit Dashvili, soit Sean O'Malley, tu Mhm. vois. Donc, je pense que le plus difficile serait un Dvalishvili, tu vois. Dans tous les profils qu'on Ça, vient de citer sur ah, le top purée. 3 là de. Ouais. Franchement, ça, c'est un combat que j'aimerais bien, tu vois. Oh là là, ouais. Ouais, ouais. Contre Vraiment, Sandhagen, ça vraiment. m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi, mais Je trouve qu'il y a moins d'intrigue, tu vois. il y a moins Soit d'intrigue. ça, Ouais. C'est soit ça. Sandhagen debout ou c'est Oumar qui domine le Ouais. sol, quoi. Et Et pour la Sean question, O'Malley, c'est c'est la même vraiment chose. est-ce que Sandhagen a développé son jeu de lutte au point d'être capable de rester un maximum debout pour imposer. Par contre, il Pour faut que ce moi, soit en 5 rounds. c'est même pas une question de lutte, hein. Pour moi, ça va être une question de déplacement, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est Sandhagen, s'il est capable de se déplacer pour pas donner cette jambe Mhm. et fuir la lutte, entre guillemets. Ce Ça, je suis combat un peu doit déçu. être en 5 rounds et ne peut pas être à l'apex. Ça doit être Ah, dans la grande clairement, cage. clairement, clairement, Ouais, on est clairement. bien d'accord. Parfait. Deuxième combat duquel on. Ça se dit duquel? De Ok? lequel? Non, j'ai connu. On est dimanche matin, mais pas à ce moment-là. C'est Mokaev contre Perez. Euh, on va commencer à l'envers cette analyse parce que Ouais. j'ai vraiment pas oublié, j'ai vraiment pas envie d'oublier de parler de ça. C'est quelle suite pour Mokaev? Parce que là, il y a des gens qui parlent déjà du title shot. Moi, j'aimerais le voir encore faire un combat en 5 rounds avant qu'il obtienne son title shot contre Pantoja. Et le premier nom qui me vient en tête, évidemment, c'est Royval. Je pense que Royval contre Mokaev, pour définir qui est le prochain pour le titre, ça me semble logique. Et donc la deuxième question qui se pose, c'est ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait de Pantoja? Et pour moi, Pantoja, il peut défendre contre Amir Albazi. On l'oublie tout le temps, il est vraiment passé sous les radars, Mais ce mec. il est Mais blessé, c'est pour ça, hein. il avait un combat prévu, il s'est blessé, mais je pense que maintenant il est apte. Je pense qu'on pourrait l'avoir au 301. Faut peut-être se renseigner davantage, mais il devait combattre, puis ça s'est annulé pour blessure, mais je pense que là, il est potentiellement de retour. Parce que clairement, cette division, j'ai pas envie que Pantoja s'assoie et soit inactif, mais en un sens, Pantoja, il est monté vers son title shot en prenant quasi tout le monde. Donc il n'y a Hmm. quasi aucun combat qui est intéressant. Limite, le seul qui ne l'a pas encore pris dans le top 5, c'est Albazi. Albazi, pour moi, il a son argument pour son title shot, donc on peut le faire. Et ça permet à Mokaev et Royval de s'affronter une fois avant le title shot en 5 rounds, ce qui me semble nécessaire pour l'un comme pour l'autre, avant de potentiellement affronter Pantoja. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou si toi tu vois plutôt ouais, propulsion Mokaev vers le titre, parce qu'au final, Mokaev, il est 8, il vient de battre le 7. Euh, je crois qu'il a un combat à faire en plus avant le titre. Bah, c'est la question, hein. Faudra qu'on discute du combat quand même, parce que Oui, mais c'est là, ça. tu l'as Mais parlé, cinq rounds. ouais. Euh, Bon, déjà, je pense qu'il faut quand même préciser que Alex Perez, c'est pas non plus un combattant de seconde zone, c'est un très bon combattant Ouais. qui était très très bien préparé. Ouais. Donc on a une décision très serrée. Il y a des Je... médias qui donnent la victoire à Perez, hein. Ouais, et Le j'aimerais deux bien trois. connaître ton avis sur... Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour que le premier round aille à Mokaev et le deuxième à Perez. Ouais, Et sur ce indiscutable et troisième indiscutable. round, c'était serré quand même, hein. Ouais, Toi, c'est. t'avais scoré Mokaev sans... Non, non, moi, je m'attendais à une split, je t'avoue, qui dépendait justement de ce troisième round, parce que je l'ai pas en regardé fonction, d'un œil suffisamment attentif en mode scoring. Donc là, je vais en aller voir fonction de l'angle de si. vue, on va dire.
tu vois, sur les stats, c'est quand même. Je T'as, regarde. t'as 5 frappes à 10 à l'avantage de Mokaev. Et en temps de contrôle, tu es plus du côté de Perez, qui a aussi réussi de les amener au sol. Ouais, Non, c'est il a pas juste mis ça. de. Non, non, il était Pardon, non, en. non, non, non. Non, non, ces 4 frappes sont au sol, autant pour moi. Ouais, Euh, sur des défenses de takedown, surtout. Il se ouais. retrouvait en, en contrôle sur des défenses de takedown. Moi, personnellement, le dernier Ouais. round, je le vois pour Mokaev, où je trouve qu'il avait une vraie recherche Mais c'est ça. de finir le J- combat malgré la fatigue. Moi, j'ai l'impression que ce troisième round, c'est typiquement le genre de round où tu rentres dans le deuxième critère. Et que Ouais. c'est un 19 pour Mokaev dans le deuxième critère, ce qui signifie que c'est très serré. Même si le deuxième critère est très Mm, largement à mm. l'avantage de Mokaev, le fait qu'on rentre dans le deuxième critère, ça veut dire que c'est un round très serré. Et donc, je peux comprendre que certains veulent le donner à Perez. Moi, je m'attendais à une split. Et pour refléter l'ensemble du combat, je trouve que c'est Mokaev qui mérite la victoire. Je suis d'accord, je suis Voilà. entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Par contre, effectivement, bon, il y a des questions alors, qui s'entendent, c'est l'état de fatigue de Mokaev. Ouais. Toi, tu avais parié sur le fait que si ça allait à la décision, il perdrait. Ouais, Parce ouais, parce que que ça faisait partie des éléments que tu disais que son cardio tiendrait pas, on est d'accord, non? moi, c'est un ça, et c'est surtout ce que tu as dit au début. C'est les gens ont oublié à quel point Perez est bon. Oui, C'est juste ouais. qu'il a été méga inactif, problème de blessure, etc., etc. En fait, j'avais parié sur une soumission de Mokaev ou une Au décision de premier. Perez en me disant que Perez, bah, il se met lui-même dans des soumissions. Enfin, il fait des erreurs alors qu'il est très bon. Enfin, il a un très bon grappling, mais il fait des erreurs monumentales qui donnent des opportunités à ses adversaires. Et Mokaev, typiquement Mm. sur les soumissions, il est opportuniste. Et je me suis dit, bah, la cote est intéressante parce que si ça va à la décision, je peux voir. Enfin, c'est pas que Bah, c'était voilà, c'est pas que proche, j'étais sûr, mais hein. je pouvais vraiment voir une victoire de Perez à la décision. Et je C'était suis proche pas de. mécontent de voilà, je suis Non, pas non. mécontent de mon pari. C'était proche de la réalité, parce que le premier Ouais, round, c'était le round le plus dominant, et il finit dans le dos, pas loin d'une soumission, un étranglement ouais, arrière, si je dis pas de bêtises. Et on a une décision qui est partagée, en tout cas, selon les observateurs, ouais. et difficile à scorer. Donc, il aurait fallu quelques frappes en plus, peut-être, de Pérez pour prendre cette victoire à décision. Donc, Mhm, écoute, alors, pour la question des rounds, ouais, moi, je trouve que c'est un peu trop tôt pour aller chercher le champion. mhm. Je pense que c'est toujours difficile d'évaluer un cardio dans le sens où tu ne te gères pas de la même manière en fonction des combats. Euh, Sauf contre Pantoja qui te l'impose. ouais, bien sûr, mais dans tous les cas, oui, je pense que c'est beaucoup trop tôt. J'aurais voulu que ce soit, j'aurais souhaité dire le contraire, mais je pense que c'est beaucoup Mhm. trop tôt, clairement. Après, je serais pas contre un combat. Je ne serais pas contre un combat contre Pantoja, parce que je pense que ça peut aussi apporter énormément à Mokaev. Ça peut lui faire vraiment un gros step de progression. Et ça sera peut-être sa première défaite, tu vois. Mais Ouais, pour autant, il y a quand même des. Enfin, bon, il n'y a pas beaucoup de chemin pour la victoire quand même. mais en fait, j'ai l'impression que Mokaev, techniquement, il est incroyable, mais il manque une construction de jeu en lutte. C'est-à-dire que dans chaque situation, il sait quoi faire pour améliorer sa position, mais il n'y a pas la suite encore. Tu vois, il y a pas cette réflexion en chaîne de OK, je vais faire ça, ça va m'amener là, et quand je suis là, je vais déjà anticiper pour prendre encore une meilleure position ou asseoir cette position ou en profiter pour frapper. C'est vraiment du très séquentiel, j'ai l'impression. Je sais pas si Ouais, ouais, bah, son duck voilà. under, il est incroyable. Il se fait sprawler, il a le Oh bras qui est pris. non, il est magnifique. Bon, Mais il l'a raté, techniquement, c'est ça. Techniquement, il c'est l'a raté. incroyable. Ouais, il l'a raté Mais deux fois, mais il le passe à la troisième. T'es là, tu fais, wow, il prend le dos. ouais, mais c'est ça. Mais par Euh, contre, après, je trouve qu'il peut capitaliser sur ce fait que sa technique est tellement propre que quand il l'exécute, il arrive dans une position hmm. intéressante. Mais après, il y a un petit temps d'arrêt qui permet aussi à son adversaire de reprendre une position moins dangereuse. On Et ce qui est, manque, c'est peut-être ça. C'est peut-être développer vraiment ce chaining. Mokaev, il vient de la lutte freestyle, donc la lutte olympique, ils ont des règles, qui sont des règles un petit peu où il y a la recherche du spectaculaire, tu vois, Mhm. avec des amplitudes de projection, comme quand il est parti sur Sur suplex. son suplex. Pour moi, ça n'a pas réellement de sens en MMA. Ouais, euh, Parce que comme tu le dis, une fois que c'est mis, les contrôles sont pas bons. Parce qu'on travaille voilà. très très peu les contrôles en freestyle.
Alors qu'en folk style, dans la lutte américaine, les contrôles sont très très attendus et il n'y a pas d'amplitude. C'est toujours 2 points sur la mise au sol. Je crois qu'ils veulent passer à 3 sur certains états. Et ça explique un petit peu le fait que techniquement c'est incroyable, qu'il va par exemple prendre une mise au sol, mais que derrière, ça ne suit pas. Le chaining, on le retrouve vraiment en lutte américaine. Euh, et tu vois, par exemple, en freestyle, le chaining, si tu mets au sol, tu vas aller chercher les jambes pour faire ce qu'on appelle un leg glass, commencer à tourner et obtenir des points, tu vois, Mhm. sur les lutteurs qui sont relativement bas du sol. Ça sert à rien, tu vas jamais le faire en MMA, tu vois. Mhm. Donc effectivement, je pense que comme tu le dis, il y aurait un gros intérêt dans sa lutte à l'adapter encore plus au MMA, Ouais. à utiliser la cage quand il passe en dessous, qu'il est sur une single leg et qu'il se fait écraser. Ça, c'est des moments où peut-être ouais, qu'il doit faire cette adaptation, Ouais. comme l'avait fait Khabib à l'époque. Tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que Royval est un très très bon profil pour Mokaev pour se préparer à ça, parce que Royval est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui cherche le Ouais, scramble, etc., etc. Et donc pour prouver que tu travailles là-dessus, réussir à contrôler Royval au sol, ce serait voilà, moi ça me oui, s'il bat Royval, clairement surtout sur un 5 rounds où ça dure 4 ou 5 rounds, je me dirais OK, là on a un vrai challenge pour oh là Pantoja. là, Mais après ouais. ce combat-ci pour moi c'est Pantoja large favori. Ah ouais, je vois pas trop de chemin. Et donc Et Royval, je pense que c'est vraiment, comme tu le dis, une superbe étape. voilà. C'est ouais, c'est une très bonne étape. Ça, Le- ce qui serait problématique, enfin problématique. Pour avoir on n'aurait pas de réponse par contre s'il il étrangle Royval dans le premier, tu vois, ou Non, le mais c'est deuxième. ça, ouais, c'est ça, c'est Ce qui est déjà clairement. arrivé en combat, donc Ce serait impressionnant, mais c'est pas ça qui va nous donner les réponses qu'on attend mm, mm, pour un prochain title shot. L'autre option, mais ça c'est juste pour faire un clin d'œil, il y a Steve Erceg qui est en train de faire une belle montée là chez les flyweights, qui vient de battre Machnell. Ça peut être un beau combat aussi contre Mokaev, mais je pense pas que mm. l'UFC le fera. Bon, parce que là c'était 12 contre 8, le 12 bat le 8, donc d'un point de vue ranking sportif, ça fait sens. Le combat serait très beau à voir, mais un peu comme Ouais, tous les combats. Une fois que tu es dans le top 8 flyweight et qu'ils s'affrontent, ce sont des beaux combats. L'UFC ne met pas de lumière sur cette division, mais ouais, c'est vrai. ça, c'est factuel. Tu mets n'importe qui du top 8 de cette division contre n'importe quel autre du top 8, tu auras un beau combat sur papier. Et autre chose, juste sur la défense de lutte d'Alex Perez, je Ouais. fais un petit clin d'œil. Le coach de lutte qui l'a aidé, c'est Billy. Billy, qui est le coach de lutte avec qui j'étais au Japon. Et qui était Ah. là pour Kei Asakura, pour travailler sur la défense de lutte, notamment. Hmm. Et donc, je pense aussi que peut-être que la lutte de Mokaev a besoin d'évoluer, mais je pense que la défense de lutte d'Alex Perez a été très très bien travaillée, via Billy notamment. Voilà, c'est le petit clin d'œil sur ce inside. Ouais, Tu vois. c'est vrai que la qualité de la lutte offensive de Mokaev a été embellie par la qualité de la défense de lutte de Perez dans ce combat, parce que on voyait que c'était vraiment technique, que Ouais. tu as toujours du physique, hein, Mm, mm, toujours mm. de la force évidemment qui rentre en jeu, mais là c'était vraiment des détails techniques qui faisaient la différence d'un côté comme de l'autre, et c'était sympa. Ouais, Ah d'ailleurs, on doit faire un clin d'œil dans cette vidéo aussi, on doit faire un clin d'œil parce qu'on vient de parler de Nurmagomedov et de Mokaev. Tous les deux ont obtenu un double grapevine, et on laisse ça là parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir sur la chaîne dans laquelle on en parle. C'est un petit teasing. ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc on en profite, abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne là tout à l'heure où on parle du grapevine, du double grapevine. Ça marche. Brian, merci beaucoup. Bon dimanche. À très bientôt pour une semaine bien intense. Ça marche. Let's go. Courage à Ciao, nous. ciao. Ciao, ciao.